Bonjour à toutes et à tous, ça va? Petit ouais, tout petit ouais. Vous avez de la chance donc de participer à cette conférence Bouge imaginée par le Stade Rennais et le département d'Ille-et-Vilaine. C'est le 5e rendez-vous de ce type qui est proposé afin de vous sensibiliser sur les bienfaits de la pratique d'une activité physique. On entendra sur scène cet après-midi une championne médaillée olympique, un médecin cardiologue ambassadeur du programme Bouge et 5 élèves qui viendront leur poser des questions. Et puis on gardera ensuite du temps pour échanger avec vous tous. Pour lancer ce 5e rendez-vous Bouge, j'invite Régine Komokoli, conseillère départementale déléguée à la protection maternelle et infantile, à nous dire 2-3 mots au sujet de cet événement, donc co-organisé par le département d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Régine. Bonjour. Regardez, ils sont là. Ils sont contents d'être là, ils sont en forme. Oui, c'est super. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 2-3 mots, je ne sais pas, mais en tout cas, un petit mot. Chères collégiennes, chers et collégiens, chères mesdames du corps enseignant, chers professionnels amateurs de sport, chers dirigeants et professionnels du Stade Rennais, chère Madame Perle Bouge. Je ne vous surprendrai pas en soulignant que nous entrons dans une année sportive exceptionnelle avec, tout l'été, 2 compétitions majeures qui vont rythmer nos loisirs. La Coupe d'Europe de football à partir de fin juin et surtout les Jeux Olympiques de Paris à partir de fin juillet. Quoi qu'il arrive, cette année, personne n'échappera à l'enthousiasme des compétitions sportives. Notre département d'Ille-et-Vilaine va prendre toute sa part et nous allons profiter des Jeux Olympiques et du soutien que nous y apportons pour promouvoir la pratique sportive. Mais cet enthousiasme est pour ainsi dire permanent grâce au suspens que notre équipe du Stade Rennais entretient chaque week-end. Et croyez-moi, pratiquant et suivant les compétitions de foot, je ne suis pas la dernière à me réjouir de vos victoires. Mais au-delà de ces compétitions, à notre niveau, et à vous et moi, je voudrais porter un message de vif encouragement à pratiquer un sport. Peu importe lequel, c'est vers vous, les collégiennes et les collégiens, que je me tourne en vous disant combien il est gratifiant de terminer une longue course, de sauter plus haut ou de faire avec succès un enchaînement de mouvements, en vous disant aussi combien l'esprit d'équipe que vous portez et développez dès maintenant vous sera précieux tout au long de votre vie. En remarquant que c'est dès maintenant que votre corps et votre organisme partent sur des bonnes bases, si vous savez les habituer à bouger. Et puis, je ne pouvais conclure sans m'adresser à vous, professionnels et dirigeants associatifs dévoués et passionnés, professeurs d'EPS et TAIN du Stade Rennais, reconnaître que le mouvement sportif, particulièrement vivace en Ille-et-Vilaine et à Rennes, qui, à travers ses clubs professionnels, ses centaines d'associations à la ville comme à la campagne, dans les quartiers populaires comme dans les communes aisées, sur les stades comme sur les tatamis, était formidable artisan de cohésion sociale. Le sport ne fait pas seulement du bien au corps et au mental, il fait aussi du bien à la société. Merci de votre attention. Merci Régine. Et avant les 2 JO, il y aura le passage de la flamme olympique, début juin, ici dans le département et à Rennes. On va maintenant accueillir notre invité qui est la meilleure rameuse française en paraviron, médaillée d'argent aux JO de Londres en 2012, médaillée de bronze à Rio en 2016. Elle rêve de décrocher l'or cet été, pression, à Paris forcément pour les JO. Le sport a transformé sa vie. Elle va nous raconter ça dans quelques secondes. Perle, bouge! Alors, elle a amené ses médailles, les vraies médailles des JO. Ici, on pourra les faire passer. Merci d'être là, à Rennes, Perle. Bonjour, merci pour l'invitation. Ville que vous connaissez bien. J'ai grandi ici, donc j'y suis régulièrement, je reviens régulièrement, même si je vis aujourd'hui dans le sud-ouest et je m'entraîne dans le sud-ouest, mais mon cœur est quand même rennais.
C'est incroyable de s'appeler Perle Bouge cet après-midi pour le programme Bouge. C'est la cliente idéale, quoi. Alors j'ai pas été invitée pour ça. Le mot avait été choisi avant. Alors, avant de t'entendre, on va regarder un portrait de 2 minutes donc, sur la carrière. Qui est Perle Bouge? Regardez. En 1997, alors qu'elle a à peine 20 ans, Perle Bouge est fauchée par une voiture. Sa vie bascule, mais pas sa force de caractère, qui en fait une athlète paralympique française qui incarne la détermination, la force et la persévérance. Avant de devenir une rameuse d'aviron handisport multititrée, qui va la faire atteindre des sommets dans le domaine du sport adapté, c'est au basket fauteuil que la Bretonne s'illustre entre 2001 et 2010, mais la native de Rennes encaisse mal la non-qualification au JO de Pékin, et lorsque l'aviron bâillonné lui tend les bras, Perle ne résiste pas à se lancer dans le para-aviron. Perle participe aux épreuves d'aviron en catégorie tronc et bras. Elle remporte 2 médailles paralympiques en 2 de couple mixte avec Stéphane Tardieu, la première d'argent au JO d'été de Londres en 2012. 2012, c'est l'année où elle est faite chevalier de l'Ordre national du mérite. Son parcours inspirant est une source de motivation pour de nombreuses personnes, montrant qu'il est possible de surmonter les difficultés et de réussir, peu importe les circonstances. Elle utilise sa notoriété pour sensibiliser le public aux enjeux du handicap et pour encourager l'inclusion et l'égalité des chances. À partir d'avril 2018, elle fait partie de la commission des athlètes, une instance de 18 sportifs présidée par Martin Fourcade, qui a travaillé à la préparation concrète des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle est également ambassadrice du Comité paralympique et sportif français. Perle Bouge est un modèle de détermination inspirant les autres à croire en leurs rêves et à ne jamais abandonner. Son parcours exceptionnel fait d'elle une véritable icône du sport adapté en France. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio et championne du monde 2018, elle brigue une 4e participation au JO à Paris. Aujourd'hui, Perle rame avec Benjamin Davier et n'a qu'un seul objectif, devenir championne paralympique. Bonjour à tous. J'ai vu que ça bougeait, mais pas tant que ça quand même. Il y en a certains, même 30 secondes, c'était compliqué pour se lever. Et alors, je ne sais pas si c'était un problème de respiration ou juste... J'aimerais juste vous voir bouger un peu, vous mettre debout. Vous avez la chance déjà d'être sur vos 2 jambes, de vous mettre debout. Et puis de me montrer que vous êtes capable de bouger là un peu. Les garçons, les filles, tout le monde là. Mais j'ai besoin de vous voir bouger un peu parce que... Ah, là-haut c'est pas mal. Là-haut c'est pas mal, il y en a encore des assis là. Je veux que tout le monde se lève. Allez, tout le monde debout. Quel effort de se mettre debout. Il y en a encore des assis là. Alors c'est vrai que je suis assise, mais je vois encore ceux qui sont assis. Je pense que tout le monde est debout. Ouais, alors maintenant, je voudrais vous voir bouger un peu là. Enfin, je sais pas, les bras, les jambes. Faites un peu de bruit là pour... Ah, voilà. Merci. Alors vous avez la chance d'être en pleine forme quand même, donc c'est important de bouger. Je vais vous raconter un peu qui je suis, d'où je viens, et puis vous dire pourquoi le sport et surtout l'activité physique, elle a été importante pour moi, mais elle est importante en général pour tout le monde. Donc je suis originaire de Rennes, j'ai fait une scolarité comme vous dans des établissements rennais. Depuis petite, je fais du sport, et j'ai eu un accident de moto, je me suis fait renverser par une voiture. Je faisais déjà du sport quand j'étais valide. Donc j'ai découvert une multitude d'activités parce que quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire et de pratiquer. Donc pour moi, c'était de découvrir plusieurs activités. Donc j'ai commencé par le patinage artistique. J'étais une fille, les patins blancs, c'était sympa. Ensuite, j'ai fait du karaté en club jusqu'au championnat de France. Et puis, à côté de ça, je faisais du vélo, de la course à pied. Et puis, je jouais aussi dehors avec mes copains, mes copines. Parce que ça aussi, le sport, c'est pas forcément, c'est l'activité physique. C'est comment on fait bouger son corps. C'est la dépense qu'on peut avoir au niveau du corps. Donc je jouais après l'école, après les devoirs, les week-ends, avec un ballon, avec une raquette, peu importe. Mais on jouait aussi pas mal dehors. Donc voilà les différentes activités que j'ai pu pratiquer. Vous allez me voir toute petite quand même. Vous voyez, même à la plage, avec un ballon sauteur. Alors ça se fait plus aujourd'hui. Mais rien que ça, c'était une dépense énergétique et de l'activité. Donc c'est-à-dire que tous les muscles, ils bougent. Au niveau coordination, on apprend pas mal de choses par l'activité physique. Ça, c'est important parce qu'on pense que c'est juste pour avoir des muscles, mais non, c'est aussi pour la tête.
au niveau cognitif. Pour la santé mentale, c'est important. On sait que de faire de l'activité physique, quand on fait de l'activité physique, on sécrète de l'endorphine. Et ça veut dire qu'après, on est bien, on se sent bien. Alors parfois, alors là, on a des jeunes en centre de formation, donc je pense que eux, c'est pas un problème l'activité physique. Mais pour tous les autres, on dit souvent c'est dur. Non, l'activité physique, c'est pas dur. Prendre des escaliers plutôt qu'un ascenseur, c'est pas trop compliqué. On fait pas du sport de haut niveau là. Hein. On parle pas de sport de haut niveau. On parle juste de bouger. C'est juste aller à l'école à pied, aller chercher le pain, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est toutes ces petites choses. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la télécommande pour changer les chaînes de la télé, les volets électriques avec la télécommande parce que c'est compliqué de fermer. Donc on est tous dans un système aujourd'hui où il y a beaucoup d'automatisation, de domotique, et du coup ça nous rend feignants. Mais quand je dis feignants, c'est vrai que ça nous rend feignants. On le voit chez les jeunes. Aujourd'hui, et je suis dans un club sportif, c'est compliqué de venir au club. Alors, ils ont tous les scooters ou les trottinettes, parce que même ceux qui habitent pas très loin, c'est compliqué parfois de faire 5 minutes en plus de l'entraînement d'activité pour venir. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de l'activité physique. Donc vous voyez, moi j'en ai fait un peu, ça c'est juste bouger. Et puis après, j'ai vite eu envie de faire de la compétition. Donc déjà toute jeune, avec le cross, les crosses de l'école et tout, j'avais déjà envie de gagner, envie de battre les gens, envie de me battre et de me surpasser moi-même, progresser en fait, me fixer mes propres objectifs personnels. Donc voilà, je vous le disais, capacité physique et cognitive, ça on en est certain. Les gens qui font du sport, c'est dans tout, passer son permis de conduire quand on est sportif, on en parlait tout à l'heure, ben, c'est plus facile que celui qui n'a pas fait de sport ou qui ne fait pas de musique ou autre, en fait. Aujourd'hui, on le voit, moi j'ai ma nièce qui est monitrice d'auto-école, elle me dit, les sportifs, les musiciens, tous ceux qui font de l'activité, ont plus de facilité à passer un permis de conduire. Vous voyez, on ne parle même pas là de... C'est aussi tout ce que ça apporte en dehors, dans la vie, dans les réflexes, dans le fait d'anticiper les choses, de la coordination pour passer les vitesses, l'embrayage. C'est toutes ces choses-là. L'activité physique, elle apprend ça aussi. Depuis tout petit, c'est découvrir, c'est connaître son corps, c'est découvrir, c'est toute la mobilité. Et ça, c'est important pour mieux grandir, pour une vie d'adulte, mais aussi pour son capital santé, parce qu'on ne reste pas toujours jeune. Donc petit à petit, plus on a encore un corps en bonne santé quand on est jeune, plus on vieillit, mieux on vieillit, on va dire. Statistiquement, mieux on vieillit. Moins on fait d'activité physique, bah, plus au niveau cardio-respiratoire, c'est compliqué. Au niveau du poids, on peut constater une prise de poids plus importante. Donc c'est tout ça qui est important. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas faire du sport. Moi, je fais du sport de haut niveau, c'est un choix. On vous demande pas forcément de faire du sport de haut niveau. On vous demande juste de bouger un peu parce que c'est votre capital santé. Il est entre vos mains. Ça, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Donc c'est ce que vous allez faire pour vous-même qui va vous permettre, dans votre vie d'adulte, dans votre vie plus tard, d'être en bonne santé. Et quand on dit en bonne santé, c'est bonne santé physique, c'est ce que je disais, mais c'est bonne santé mentale aussi. Ça évite parfois la dépression, ça évite un mal-être. Parfois, les filles, c'est compliqué aussi d'aller faire du sport dans un club sportif ou à votre âge, un peu le regard. Bah, non, c'est pas grave, on va pratiquer. Il y a forcément on peut trouver une activité sportive. Il y a des sports d'endurance, il y a des sports d'équipe, des sports individuels. Et je pense que tout le monde, il y a quand même un panel d'activités physiques. Je pense que tout le monde peut trouver une activité physique qui lui convient. Et ça peut être en club, mais ça peut être aussi hors club, prendre une paire de baskets et aller courir, aller marcher. Ça ne demande pas forcément beaucoup. Donc vous voyez, déjà petite, on faisait les crosses. Je ne sais pas si ça existe encore au collège. Ça existe encore ? Oui. Ah, qui est-ce qui fait les crosses au collège ? Ah ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, il y a une personne qui a fait un cross au collège ? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'on ne court plus au collège ? Si, mais pas trop. Pas trop. Donc vous voyez, moi j'avais déjà envie là de et puis c'était sympa, c'est aussi se challenger, c'est aussi aller pratiquer avec les copains, les copines, et puis essayer de les battre aussi, parce que moi j'avais cet esprit de compétition. Donc voilà, moi à 19 ans, ma vie, je me suis fait renverser par une voiture. J'avais rien demandé. Alors ça arrive à tout le monde, ça peut arriver n'importe quand. Et en fait, le sport, il a été important parce que j'en faisais déjà dans ma vie d'avant, et il m'a permis de me reconstruire, le sport. Quand on passe d'une vie
active, debout, sur ses 2 jambes, à 19 ans, et qu'on vous dit, bah voilà, vous êtes accidenté aujourd'hui, votre vie, elle va un petit peu changer, tous les rêves sont un peu mis à plat, et on se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que le métier que je voulais faire, je vais le faire? Bah non, je ne peux plus le faire. Quel va être le regard des autres? Est-ce que je vais pouvoir faire encore un peu d'activité physique? Et en fait, moi, j'ai été voir le médecin rééducateur en lui disant, si je ne fais plus de sport, je ne vais plus être bien. Donc voilà. Il m'a dit, bien évidemment, on peut être en situation de handicap et on peut faire du sport. Et donc, j'ai commencé en centre de rééducation à faire du basket fauteuil. Donc, il y a des gens qui étaient en fauteuil, d'autres qui étaient mal marchants, tout type de handicap. Et puis, bah, au niveau social aussi, c'était important parce que ça m'a permis de me dire, ah, bah, je ne me retrouve pas toute seule. Et il y a des gens comme moi autour, là, qui ont des handicaps différents, mais qui font de l'activité physique. On se retrouvait, on rigolait. Donc il y avait ça aussi. Ce côté un petit peu où c'était un moment où on rigolait, on se racontait des blagues et c'était sympa. Et j'ai joué au basket. Après, j'ai été dans un club. J'ai commencé à jouer au basket fauteuil à Rennes, dans un club. Je jouais qu'avec des garçons parce qu'au départ, aujourd'hui, même en France, il n'y a pas beaucoup de clubs féminins pour jouer au basket fauteuil. Et ça m'a appris, en fait, à m'aider pour mes transferts dans mon fauteuil. Vous voyez, les choses toutes simples qu'on apprend au centre de rééducation, mais plus on utilise ses muscles, plus c'est facile dans sa vie active de vivre avec son handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais utiliser pour aller dans la voiture, je vais renforcer mes bras. Donc à jouer au basket, à refaire de l'activité, j'ai, en plus de la kiné et de la médecine, j'ai repris musculairement, et j'ai travaillé musculairement des choses que je n'aurais pas travaillées, donc qui me servent moi dans ma vie de tous les jours. Ça m'a aussi, l'activité physique, elle m'a aussi permis de reprendre confiance en moi et de me dire, en fait, ouais, ok, tu as eu un accident, mais tu vas être capable de faire des choses et tu vas montrer aux gens que tu es capable de faire des choses par le sport. Donc j'avais besoin de me prouver à moi ce que j'étais capable, parce que je voulais me fixer des objectifs et aller de l'avant, puisque je faisais de la compétition avant, mais je voulais aussi trouver un travail, montrer que le handicap, c'est pas un frein et puis on peut travailler. Donc voilà, moi, le sport, il m'a permis tout ça. Aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai une vie de famille, je fais du sport de haut niveau. Donc vous voyez, c'était un outil essentiel dans ma construction. Il l'aurait été si je n'avais pas eu mon accident, mais il a été encore plus important le fait que j'ai eu mon accident. Il m'a vraiment aidé, et psychologiquement, c'était de se dire, je passe d'un centre de rééducation où on est un petit peu protégé à se dire, je reviens dans une vie active où j'étais sur mes 2 jambes et je me retrouve en fauteuil. Quel va être le regard des gens ? Comment les gens vont... Quelle image ils vont avoir de moi? Et en fait, à travers le sport, je leur ai montré que, voilà, comme n'importe qui d'entre vous, on peut faire du sport de haut niveau, même quand on est en situation de handicap. Et j'ai eu la chance de faire des jeux. Alors, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai juste dit que je l'avais en rêve. Je me suis fixé des objectifs. Je me suis entraînée, beaucoup entraînée. Je m'entraîne encore beaucoup aujourd'hui. Et ça m'a permis d'avoir 2 belles médailles. Vous pourrez vous les faire passer tout à l'heure, si vous voulez, et prendre en photo ou autre. Mais c'est juste dire ça, c'est que le sport, il m'a permis tout ça. Il m'a permis d'être bien dans ma tête, il m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités professionnelles, j'arrive à faire les jeux. Donc vous voyez, il faut surtout ne jamais lâcher. Et le sport, il m'a permis ça. Il y a des gens en situation de handicap qui pensent qu'ils ne pourront jamais faire de sport. C'est pas vrai. Comme je dis, vous pouvez faire n'importe quelle activité sportive. Il y a aussi n'importe quelle activité sportive pour les personnes en situation de handicap. Et vous allez voir, il y a une discipline. Donc moi, il m'a donné, comme je disais, confiance en moi. Ça permet de... Donc voilà quelques photos au basket, vous voyez, du club à l'équipe de France. Au départ, on s'amuse un peu. Mon esprit de compétition, je l'avais quand j'étais plus jeune, je l'ai gardé. Ensuite, et aujourd'hui, j'en ai fait aussi mon métier. Parce que je considère que l'activité physique, il y a de plus en plus de gens sédentaires, mais que ça soit chez les jeunes ou même les adultes aujourd'hui. Et j'ai envie de faire bouger les gens. Mais bouger les gens parce que c'est pour eux que c'est bien. Je le fais parce que moi, je trouve ça important. Mais c'est qu'il y a des chiffres et des données, on vous en parlera tout à l'heure, il y a des données chiffrées qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne savent plus courir. Ils ne savent plus courir. Aujourd'hui, quand on leur demande de faire des tests au niveau cardio-respiratoire, c'est une catastrophe. Et comme ça, on ne pense pas. On se dit, ah non, c'est pas grave. Ben si, les jeunes sont essoufflés aujourd'hui. Si je vous demande de monter 2 étages ou 3 étages, vous allez voir que pour certains, ça va être compliqué. Mais c'est juste 3 étages. Hein. Vous imaginez, c'est combien de temps dans une journée d'effort physique? C'est pas grand-chose. Donc d'où l'importance. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une leçon de morale, c'est pas de dire, c'est que c'est vraiment nécessaire pour votre santé. Vraiment nécessaire et de plus en plus nécessaire. Parce que là, les chiffres descendent de plus en plus. Les gens sont de plus en plus gros ou obèses. Parce que l'obésité fait partie chez les jeunes aussi. C'est une problématique aujourd'hui.
parce qu'on ne bouge plus. Alors je dis pas, hein, tout le monde va dire ah, les téléphones portables, c'est pas bien. Si, c'est la société, on a le droit d'être sur un téléphone portable, on a le droit de jouer à la console. Il n'y a pas de souci. Tout ça, on y a le droit, on va pas vous l'interdire. C'est juste limiter, c'est se dire parfois je pose le téléphone, je pose la console, et puis je vais me balader, je vais faire du vélo, je vais marcher avec mes copines ou mes copains. C'est ça l'activité physique. C'est juste ça. C'est juste bouger. Vous voyez, ces gens-là, ils sont lourdement handicapés. Je pense qu'on ne peut pas trouver plus handicapés. C'est des gens qui sont en fauteuil électrique et ils arrivent à faire les Jeux paralympiques. Ils ont une détermination. Alors, c'est un sport paralympique, la boccia. Ils ont une détermination, c'est que le si peu de capacité qu'ils ont, vraiment le si peu, ils l'optimisent. Donc, dites-vous que eux, avec ce qu'ils ont, ils le font. Vous, vous avez la chance, et c'est une chance, d'avoir vos 2 jambes, vos 2 bras et de pouvoir bouger. C'est vraiment une chance. Dites-vous que c'est une chance. Donc ces gens-là, vous voyez, avec soit une licorne, ils bougent juste la tête, ça leur demande un effort considérable. Vous, de faire 3-4 pas, c'est pas trop considérable comme effort. Donc c'est juste pour vous montrer que vous voyez, à tous les niveaux, on peut se fixer des objectifs et on peut aussi aller jusque... Alors pour les footballeurs, ça va être d'être professionnel et pourquoi pas de vivre la Coupe du Monde quand c'est possible, même si c'est pas possible pour tout le monde, mais voilà, c'est ça. Pour eux, c'est de faire les Jeux paralympiques ou pour les valides, dans certaines disciplines, de faire les Jeux olympiques. Donc voilà, moi j'ai découvert l'aviron, au départ en loisir, je trouvais que c'était sympa, et puis je me suis vite prise au jeu. Donc la compétition m'a animée. Être dans un club avec déjà des personnes valides, c'était chouette pour moi parce que j'ai réussi à faire changer le regard sur le handicap. On s'est aussi aperçu que les jeunes qui venaient au club, parfois, c'était compliqué. Quand moi, ils me voyaient m'entraîner, aller sur l'eau, quelles que soient les conditions, m'entraîner 2 fois par jour, ils se disaient, et je leur disais, vous n'avez pas le droit de ne pas le faire, vous avez cette chance. Quand je vais dans les collèges et que je vois qu'il y a beaucoup de dispenses de PS, sincèrement, ça m'agace. Parce qu'on peut avoir une dispense de PS parce qu'on est blessé ou qu'on est malade. Mais avoir des dispenses de PS répétées, sincèrement, ça m'agace. Donc en général, je râle un peu auprès des jeunes en leur disant « Vous avez cette chance, bougez, bougez ». On s'en fout des notes. Fixez-vous vos propres objectifs, même si c'est important sur un bulletin de scolaire. L'enseignant, il n'est pas idiot. S'il voit que vous faites des efforts, il va vous accompagner. Si vous ne faites pas d'efforts, c'est sûr qu'on n'accompagne pas les gens. Donc il faut bouger. Le PS, c'est aussi pour ça à l'école. Ça apprend des valeurs. Le sport, il apprend des valeurs, le respect. On en parlait aussi tout à l'heure, le bonjour, le merci, le au revoir, l'esprit d'équipe, la solidarité. On ne laisse pas un copain qui n'est pas bien. Dans un sport d'équipe, quand il y en a un qui n'est pas là, les autres ils sont là pour justement le booster parce que ça peut être la fois d'après, ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas bien. Donc c'est ça aussi le sport d'équipe. Moi, les médailles, je ne les ai pas gagnées toutes seules. Ouais, on peut dire une médaille comme dans n'importe quel sport. Moi, mes médailles, je les gagnais parce que bien évidemment, je me suis entraînée, mais parce que j'ai aussi eu... des bénévoles qui m'ont porté le bateau, un kiné qui a été là pour moi. Et tous ces gens-là, ils se sont bougés eux aussi pour croire en mon projet, vous voyez, à leur niveau. Mais ils se sont bougés et ils m'ont aidé à atteindre la médaille. Donc cette médaille, elle est partagée. Toutes les médailles que j'ai, elles sont partagées parce qu'elles appartiennent à plein de monde. Vraiment à plein de monde. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes sur le podium, en effet. Mais il y a plein de gens qui se sont bougés autour de moi et qui m'ont aidé à avoir ces médailles. On va vous les faire passer, comme ça vous verrez. Je fais un sport mixte aussi. Alors, pour beaucoup, ça ne vous parle pas, garçon-fille. Moi, j'ai l'obligation au jeu de faire un sport en mixité avec un garçon. Et on apprend aussi à connaître les gens comme ça en faisant du sport mixte. On ne fonctionne pas pareil, les garçons et les filles. Mais quand on est dans un bateau, on est là l'un pour l'autre et on se dépasse l'un pour l'autre. Donc c'est vraiment se dépasser l'un pour l'autre pour faire avancer le bateau. Dans un sport d'équipe, c'est pareil. On peut ne pas s'entendre avec tout le monde, mais on porte le même maillot, on porte les mêmes couleurs. Donc ça, il faut aussi se bouger pour ça. Vous voyez, la confiance en soi, on l'a parfois à votre âge. On peut avoir des doutes, on peut avoir des questionnements. Le sport, il aide aussi à avoir confiance en soi et à s'accepter en tant que personne. Le jugement, vous l'aurez toujours. Il y aura toujours des gens qui jugent et vous jugerez toujours. Ça fait partie de la société. On est des individus, on sera toujours jugé, on jugera toujours. Mais il vous permettra de prendre du recul et d'avoir confiance en vous. Il vous permettra d'être bien dans votre tête. C'est important d'être bien dans sa tête. On peut se poser plein de questions. On est dans une société qui bouge beaucoup aujourd'hui, avec beaucoup de mal-être aussi chez les jeunes étudiants, les jeunes lycéens. Voilà, le sport, il permet aussi d'évacuer tout ce stress. Quand on va courir, quand on libère de l'énergie, on libère aussi tout le stress qu'on a en nous. Et après, on se sent bien. Donc ça aussi, c'est important.
Et puis il y a aussi cette notion de plaisir. Faire de l'activité physique, c'est du plaisir, c'est aller au club avec rejoindre ses copains. C'est pas forcément, comme je le dis, c'est pas toujours du haut niveau. C'est juste aller voir des copains, faire une activité ensemble, se bouger ensemble, rire ensemble. C'est aussi tout ça. Donc voilà. Et vous voyez, moi, je peux faire plein d'activités. J'ai aucune limite d'activité. Je peux faire du ski, du tennis. En fait, dès que je peux faire une activité, je la teste. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. Il faut croire en ses rêves. Moi, j'y ai cru. On se dit, tout n'est pas possible. Croyez en vos rêves, quels qu'ils soient. Bougez, croyez en vos rêves. Vous les atteindrez, vous les atteindrez pas. Mais par contre, il faut rêver. Moi, j'ai rêvé, j'ai réussi à aller chercher de belles médailles. Je continue de rêver, j'espère que je serai la prochaine à Paris. La qualif n'est pas encore là. Mais enfin, vous voyez, il faut rêver. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune, le rêve, ça fait partie. Fixez-vous vos propres objectifs. Et puis surtout, là, il y a des jeunes en sorte de formation. Dépassez-vous encore plus. C'est celui qui travaille le plus qui réussit. C'est toujours comme ça, que ce soit à l'école, au travail. Alors, il y en a qui arrivent parce qu'ils ont des talents. Mais j'ai rarement vu quelqu'un réussir, quel que soit le domaine, que ce soit scolairement, sportivement, professionnellement. En général, ça demande du travail. Et donc, ça veut dire se bouger. Vraiment se bouger. Dans tous les sens du terme, il faut se bouger. Il n'y a rien qui tombe comme ça par hasard. Donc voilà, si vous avez des questions. Ouais. Merci Perle. Des élèves, des collégiennes et des collégiens viendront sur scène après. Ils ont préparé des questions pour toi. C'est quoi alors le timing à venir là? On a bien compris. C'est rude quand même. Vous savez pas encore. Enfin, tu sais pas encore si tu fais les JO finalement. Non, je sais pas encore. Il y avait les championnats de zone la semaine dernière, les championnats de France la semaine prochaine. À la fin des championnats de France, moi je rame en mixité. Donc moi je suis la seule fille là dans le bateau. Ça c'est officiel. On va faire des piges avec les garçons qui sont en course pour monter dans le bateau. Donc moi, je vais faire des parcours pour voir quel bateau va avec qui ça va le plus vite. D'accord. Mercredi prochain, on est fixé pour le reste de la saison, championnat d'Europe, régate internationale en mai, qui est la régate de qualification pour les Jeux, où on peut aller chercher 2 places, parce que moi, mon collègue a arrêté en septembre l'année dernière. Donc il a fallu retrouver un nouveau binôme. Et puis, 6 bateaux qualifiés. Après, là, c'est la course jusqu'aux Jeux de Paris. Et puis, une belle fête. On aura la flamme ici le 1er juin, déjà. Donc, les territoires vont commencer à nous porter aussi, parce qu'on a aussi besoin des territoires et du public. On a la chance d'avoir les Jeux en France. C'est vraiment une chance. Ça fait beaucoup parler. Mais si on a notre public derrière nous, parfois, ça peut faire la différence, soit sur la couleur de la médaille, soit sur des petites choses. Ça peut faire la différence. Donc, on aura besoin du soutien de la population française. Où se dérouleront les épreuves à laquelle on espère tu vas participer aux Jeux Para en aviron? Alors la régate de qualif, c'est Lucerne en mai, et les Jeux paralympiques, c'est comme pour le kayak et aviron, c'est à Vers-sur-Marne. Donc en région parisienne? En région parisienne nord, ouais. Ok. T'en as pas beaucoup parlé, mais l'entraînement en paraviron, c'est très dur. Faut s'accrocher. Ouais, je faisais du sport individuel en valide, j'ai fait du sport co. Et l'aviron, c'est un sport de nature. Donc moi, j'aime bien. Déjà, c'est un sport où, quand on est tout seul dans son bateau, on ne cherche pas d'excuses. Donc on s'entraîne déjà pour soi et à dépasser ses propres limites. On n'a pas le collègue sur qui parfois s'appuyer quand on ne va pas bien. Mais c'est un sport où moi, je m'entraîne 2 fois par jour. Là, je suis rentrée de Paris, je me suis entraînée avant de venir ici. Je me réentraîne ce soir, du lundi au dimanche. Et oui, il n'y a pas trop de... Mais c'est aussi un plaisir, je le fais par plaisir. Le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrête de faire du haut niveau. Je n'ai pas dit que j'arrêterais le sport, mais j'arrêterais de faire du haut niveau. C'est aussi un plaisir, c'est tout ce que ça me procure en fait. Tout ce que ça me procure. Tu as évoqué ta vie professionnelle, je suis sûr qu'ils se demandent vraiment précisément ce que tu fais. Tu bosses dans le sport? Ouais. Précisément? En fait, je suis au ministère des Sports. Ouais. Je suis cadre technique, donc cadre technique et sportif. Et je suis placée auprès de la Fédération française handisport pour développer la pratique. Ça, c'était vraiment un choix de développer la pratique pour les personnes en situation de handicap physique et sensoriel. Et surtout chez les jeunes, de dire aux parents qu'ils peuvent avoir des enfants en situation de handicap, mais ils peuvent faire du sport et de l'activité physique. Et pourquoi pas rêver, et pourquoi pas comme moi aller chercher des médailles. Donc ouais, j'ai vraiment un petit peu cette fibre pour un peu la jeunesse et les faire bouger aussi, même s'ils sont en fauteuil, même s'ils sont amputés, même s'ils sont mal marchants. Il n'y a pas d'excuse à faire de l'activité physique, même pour eux. Alors, tu fais 1000 choses. Tu es aussi dans le comité exécutif avec des sportifs de
de renom. Qu'est-ce que c'est que cette organisation qui participe justement à ce que les Jeux 2024 soient des Jeux incroyables, exceptionnels? Alors la commission des athlètes, elle a été constituée d'athlètes olympiques et paralympiques, ça c'est déjà très chouette, d'hommes et de femmes, de personnes encore en carrière et plus en carrière. Donc vraiment une mixité de population très intéressante. Et en fait, on est force de proposition sur c'est quoi pour un sportif les Jeux olympiques et paralympiques, qu'est-ce qui est important. Donc nous, on a dit bien manger, bien dormir. Ça avait été la première chose quand on est athlète, c'était bien manger, bien dormir. Mais c'est quoi aussi? C'est avoir sa famille et ses proches pas très loin. C'est fêter cet événement avec tous les gens qui nous entourent. On a la chance de les avoir en France. C'est comment on voit la médaille. Qu'est-ce que ça représente pour nous, la médaille? Est-ce qu'on a envie de la partager? Donc c'est à la réflexion et à la conception de la médaille. Hier, j'étais aussi à la commission des athlètes. Là, on était plus sur la célébration des athlètes, sur les finitions du village olympique et paralympique. Donc voilà, toute cette accessibilité, parce que pour moi, j'ai aussi l'importance de l'accessibilité et que ces Jeux, ça soit un tremplin, même si tout n'est pas prêt et parfait pour 2024, c'est de se dire qu'il faut que ce soit un tremplin et puis aussi mettre plus d'activités sportives, je le répète beaucoup, mais mettre plus de sport dans la vie des gens, quoi. Les faire bouger, vraiment les faire bouger. C'est un fait de société et il faut vraiment... donc je me bats vraiment pour ça aussi, de dire il faut bouger et mettre plus de sport dans la vie des Français, dans l'entreprise, à l'école, et puis le valoriser surtout. On va reparler de l'activité physique avec professeur Carré dans quelques minutes. On peut faire passer les médailles. C'est sympa, elle a amené les 2 médailles olympiques. On va démarrer avec la violette. C'était quoi? C'était où? Celle-là, c'est Londres en 2012, médaille d'argent. Donc celle-là, mes premiers Jeux. Ouais, donc 2012. Alors 2016, c'était plus compliqué. C'était au Japon, à Tokyo. Non, c'était à Rio. Non mais pardon. 2021 Ouais, 2021, ouais. Pardon. Ça veut dire aussi qu'il faut rebondir après un échec et une désillusion assez terrible, où là tu finis 9e, pas remet le couteau dans la plaie, mais voilà, il n'y a pas que des victoires, quoi. Non, mais la vie, elle n'est pas faite que de victoires, et le sport, c'est pareil, et il faut savoir se remettre en question. Alors, c'est se remettre en question soi-même, remettre en question l'environnement dans lequel on gravite, et surtout pas rester sur un échec. Enfin, moi, je déteste ça. Donc, la saison dernière, pareil, elle n'a pas été très bonne. Mon collègue a décidé d'arrêter. Moi, j'ai dit, je ne peux pas rester. Donc, après Tokyo, on a repris une saison et on a été de nouveau médaillés. Donc, ça veut dire que les étoiles n'étaient pas alignées. Et puis là, on sait que ça va être très dur pour Paris. C'est un gros challenge là, d'aller se qualifier avec mon nouveau partenaire. Mais les deux, on est sportifs de haut niveau. On a envie d'y aller et d'y croire. Et comme je dis, il faut rêver. Donc déjà, on rêve, on va tout donner. Et puis là, on peut leur faire passer les médailles. Elle a une petite spécificité, celle-ci, c'est que... Elle fait du bruit. Alors, c'est pas la samba de Rio. Hein, c'est pour les déficients visuels, en fait, parce que le son n'est pas le même en fonction de la couleur de la médaille. D'accord. Il y a des disciplines où on peut avoir... Il y a du braille derrière aussi. Et du braille derrière. Ouais. Juste un truc, c'est un peu précieux quand même, parce qu'on y a laissé un peu de sueur. Donc, c'est un peu précieux. Vous pouvez les prendre en photo. Vous pouvez faire juste une chose, ne pas les faire tomber. Parce qu'il y a des gens qui les gardent, vous voyez, dans des malles Vuitton. Dans des malles, dans des coffres forts. Moi, je trouve que les médailles, elles sont faites pour vivre et elles sont faites pour faire rêver, pour transmettre. Mais juste un truc, les faites pas tomber. C'est vraiment le petit truc que je vous demande. Les médailles si précieuses et méritées de perles. Alors, on va recevoir un médecin, cardiologue, qui est ambassadeur du programme Bouge. C'est professeur François Carré, qui est là, qui va tout vous expliquer sur les besoins et l'importance de bouger. Pas forcément de faire du sport, hein, la nuance est importante, on va en parler tout à l'heure. Et puis je vais demander aux 3 premiers élèves qui ont préparé des questions pour nos intervenants de venir sur scène. Alors Hugo, Lina et Cassandra, venez sur la scène. On peut les encourager. Hein, Hugo Ici, là. Ouais. L'escalier est là-bas. Hugo, Lina, Cassandra, vous avez votre petit papier avec les questions? Vous avez les... Ok, super. J'aurais pu vous demander de venir en courant. Non? T'as une cheville cassée, d'accord. Bah voilà, on va parler de dispense de sport tout à l'heure, justement. Alors, professeur Carré,
Ça a dû vous plaire, tout ce que vous avez entendu, tout ce que Perle a pu commenter, tous ces jeunes ont fait le constat que c'est pas terrible quand même, hein, l'état physique de nos collégiens. En 6e, par exemple, on fait quel constat? C'est si catastrophique que ça Ce qu'a dit Perle, d'abord, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé des messages très forts. Et quand on entend ce qu'elle dit, on se dit effectivement qu'on a de la chance d'avoir nos 2 jambes et nos 2 bras, et que c'est un peu ridicule de ne pas les utiliser, de les ignorer, de les oublier. Juste un tout petit mot pour vous dire que moi je ne suis pas sportif de niveau, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques à Barcelone et Atlanta, pas comme sportif, comme médecin. Donc c'était dans le kayak. Et je vois à peu près ce qu'a pu vivre Perle. Et surtout vous dire que, comme elle vous l'a dit, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir bouger. Et par exemple, aujourd'hui, on a fait un travail dans 3 régions. Il y avait la région de Bretagne, la région Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur 9000 collégiens, donc des enfants de 11 ans. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'enfant de 11 ans en France court moins vite qu'un homme de 65 ans. Alors ça ne veut rien dire pour vous. Mais ce qui est grave, c'est qu'un homme de 65 ans, actif, pas un champion, monsieur ou madame tout le monde, qui se bouge un petit peu, il est capable de courir pendant 6 minutes, 5-6 minutes à 10 km/h. Eh bien, vous n'en êtes plus capable à 11 ans. Mais en 1987, vous couriez à 11,2 km/h. Et le grand problème qu'il y a, ce que vous ne savez pas, mais vous y êtes pour rien en fin de compte, vous faites comme tout le monde. C'est un peu ça où, comme tout à l'heure Perle vous l'a dit, moi ce que je trouve décevant, c'est que comme personne ne bouge, vos copains ne bougent pas, vous ne bougez pas. Vos copains passent leur vie sur leur portable, vous passez votre vie sur votre portable. Un jour, comme je dis, on va vous dire de vous mettre je ne sais pas quoi dans les cheveux, vous allez vous le mettre. C'est là où ça ne va pas. Alors juste pour vous dire que votre capacité physique, c'est votre risque d'être malade. Aujourd'hui, je sais que ça ne fait pas plaisir quand je vous le dis. Alors pas à 11 ans, mais à 16 ans, vous avez des maladies de vieux. Si, parce qu'à 16 ans, vous avez un diabète. Le diabète de type 2, eh bien, il y a 15 ans, ça n'avait jamais été vu chez un enfant de moins de 18 ans. Donc, vous avez des maladies des hommes de 50 ans ou des femmes de 50 ans. Et ça, c'est lié malheureusement au choix. Alors, ce n'est pas forcément vous qui le faites, vos parents ont sûrement un rôle, parce que vos parents devraient vous faire bouger, vos parents devraient vous aider à bouger, vous dire combien c'est important de bouger, et déjà de vous mettre debout. Et j'ose le dire, même avec Perle à côté de moi qui ne peut pas le faire. Mais pour bouger, il faut déjà se lever. Et tout à l'heure, vous avez entendu ce qu'elle vous a dit, Perle. Elle vous dit, ça donne le moral. Quel est votre mot préféré actuellement? Je m'ennuie. Je déprime. J'ai la flemme. Mais comment on peut voir la flemme quand vous restez aussi longtemps assis ou couché? Ça prouve bien que ça fatigue de rien faire, si vous avez la flemme. Et tout ça, ça a l'air de rien pour vous, mais comme je vous le dis, c'est vraiment essentiel, et surtout, vous passez à côté de plein de choses. Parce que si vous vous ennuyez et que vous avez la flemme, je vous promets que si vous vous levez et que vous allez bouger, pas faire du sport, bouger avec vos copains ou avec vos copines, vous aurez la banane, et en plus, vous ne serez pas fatigué. Et ça, vous n'arrivez pas à nous croire. Et est-ce que vous avez parlé du diabète, professeur? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à leur âge, conséquences physiques, morales aussi, Perle l'a évoqué, le fait de ne pas faire assez de sport, ça provoque quoi dans notre corps? Oui, ça ne surprend pas aujourd'hui d'entendre qu'un enfant de 11 ans a une dépression nerveuse. Moi, quand j'étais il y a 10 ans, jamais un enfant pensait être dépressif. La dépression va avec j'ai la flemme, je suis fatigué, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est déjà des premiers signes. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un système où, effectivement, vous n'avez pas les endorphines dont a parlé Perle tout à l'heure, qui vous donnent l'envie de bouger. C'est quoi alors? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, l'endorphine? Alors, les endorphines, c'est simple. Quand vous bougez, vous libérez des substances que vous pouvez tous libérer. Il n'y a pas besoin d'être un champion. Ces substances vont aller dans tout l'organisme, et certaines vont dans votre cerveau, et c'est ça qui vous donne la joie, le plaisir. Quand on dit « je m'ennuie », c'est qu'on n'a pas le plaisir, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on s'embête, s'ennuyer. Donc,
ça prouve qu'il vous manque quelque chose. Eh bien, justement, ces endorphines vont vous libérer. Et en plus, il faut bien savoir une chose, c'est que moins vous bougez, et moins vous avez la chance d'avoir des bons résultats scolaires. Oui, absolument. Oui, absolument. Quand vous prenez une classe, ceux qui ont la meilleure moyenne sont ceux qui font de l'activité physique, pas du sport. Hein? Ce sont ceux qui font de l'activité physique. Toutes les études nous le montrent. Je vous prends juste un petit exemple. Vous allez comprendre tout de suite. Il y avait eu un travail qui avait été fait. Alors maintenant, vous êtes grand, vous allez rire quand je vais vous dire ça. Mais c'était en primaire. Pourquoi en primaire? Parce que c'est plus facile avec les primaires. La maîtresse arrive, la professeure des écoles, et dit aujourd'hui, on va apprendre une poésie. Il y a 2 strophes à apprendre. Elle a 30 enfants. Il y en a 15 qui restent assis. Ils vont apprendre la strophe par cœur. Pendant ce temps-là, les 15 autres de la même classe vont courir ou jouer au ballon dans la cour. Ils jouent, tout simplement. Ceux qui vont pas, qui restent assis, mettent 11 minutes à apprendre la strophe. Après arrivent les 15 qui, pendant les 11 minutes, ont couru, reviennent, s'asseyent, et ils mettent 7 minutes à apprendre la strophe. 4 minutes de moins. Le lendemain, on change. Ceux qui avaient couru la veille restent assis. Ils mettent 11 minutes à apprendre la deuxième strophe. Et ceux qui la veille avaient mis 11 minutes en restant assis vont courir. Et quand ils reviennent, ils mettent 7 minutes à apprendre la strophe alors qu'ils avaient mis 11 minutes avant. Donc ça veut dire que rien que de bouger, vous allez plus vite retenir vos leçons. Est-ce que vous avez entendu les résultats scolaires des Français? C'est parmi les plus mauvais. Et les Français, les jeunes Français, sont parmi ceux qui bougent le moins. Sur 146 pays dans le monde en 2020, la France est classée 119e au niveau activité physique. C'est-à-dire que les jeunes Français de 11 à 17 ans font partie de ceux qui, dans le monde, bougent le moins. 119e sur 146. Et comme par hasard, nous sommes parmi ceux qui avons les moins bons résultats scolaires. Vous l'entendez à la radio en permanence. Il suffirait simplement... C'est pour ça qu'on a mis les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, et les professeurs des écoles nous le disent. Eh bien, les enfants, quand ils ont bougé, ils arrivent, ils sont calmes, et surtout, ils retiennent tout ce qu'on leur dit. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et ça veut dire aussi, professeur, qu'arriver le matin au collège, par exemple, en ayant fait 80 ou 100 pas, parce qu'on est sorti de chez soi, on a pris le bus, on est descendu devant le collège, et on est rentré dans la classe, c'est pas génial pour la concentration. Non, bien Alors sûr. que si on a été en vélo quand c'est possible, etc., ou à pied, ça, c'est des conseils concrets que vous donnez. Oui, exactement. Il y a un joli travail où on s'amuse à faire des IRM. Une IRM, c'est un examen cérébral, et c'est bien parce qu'il n'y a pas de rayon, il n'y a rien, on peut le faire aux enfants, à tout le monde, où on voit... Alors, il faut prendre des IRM un petit peu spéciales, mais on voit le nombre de neurones qui sont réveillés. L'enfant qui arrive à l'école en étant déposé devant la porte de l'école, qui va s'asseoir, qui s'assied, son cerveau dort. Ça veut dire simplement que la maîtresse peut lui dire tout ce qu'elle veut, il ne retiendra rien, mais il sera très calme. Le même enfant, le lendemain, vient à l'école en marchant 15 minutes, son cerveau, on voit qu'il est totalement allumé, il est aussi calme, et il retient tout ce que dit la maîtresse. Donc vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on ne vous l'a pas expliqué. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, médecins, nous qui nous intéressons, moi ça fait 40 ans que j'essaye d'expliquer l'activité physique et le fait d'être trop assis. C'est ce qu'on appelle la sédentarité. Et là je me tourne vers les joueurs du centre de formation. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez être un sportif sédentaire. Si vous êtes assis 10 heures par jour, c'est 2 heures de sport par jour qu'il faut faire. Je ne suis pas sûr qu'au centre de formation, vous fassiez tous les jours 2 heures de sport. Donc, rappelez-vous d'une chose, je peux être sportif sédentaire. En foot, vous avez un exemple qui n'est pas sportif sédentaire, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. 40 ans. 40 ans, je suis sûr que Cristiano Ronaldo a une capacité physique supérieure à, 2/3 des joueurs de Ligue 1. À 40 ans. Tout simplement parce qu'il fait du sport et en plus, il fait attention à passer moins de temps assis. Et surtout, je ne vous l'ai pas dit, mais Perle vous en a parlé un petit peu, à manger un petit peu mieux. Parce qu'on n'a pas parlé aussi du bien manger. On va en parler, on va l'évoquer, ouais. Alors, quel conseil concret vous pouvez donner, professeur? Ils sont en 3e, ils sont au collège, au quotidien, pour faire ce minimum d'activité C'est pas un conseil.
essayez de croire un peu en ce que vous a dit Perle et ce que je vous dis. On n'a rien à gagner, ni Perle ni moi, en vous disant ça. Ça fait 40 ans que je le dis, j'ai rien à gagner. Je vous le dis parce que je suis certain que vous n'aurez pas une bonne santé. Je suis certain que si vous ne prenez pas l'habitude, comme vous l'a dit Perle, de vous forcer un petit peu, de vous stimuler, vous ne réaliserez pas vos rêves. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je vous le dis. Alors, le conseil que je vous dis, si vous pouviez nous croire un tout petit peu et essayer de bouger un tout petit peu plus, de laisser le portable un peu de côté et d'aller bouger avec vos copains ou vos copines, même 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Et vous verrez que vous aurez de meilleurs résultats. Et vous verrez qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir en bougeant. Donc, essayez et vous verrez. Hugo, tu as une question à poser. Pour qui ? Pour vous deux, donc Perle Bouge, j'ai une question. Combien d'heures de sport par semaine faisiez-vous étant adolescente à peu près ? Combien d'heures ? Je crois que je faisais de l'activité tous les jours. J'allais s'il vous plaît. moi, en primaire, j'allais à l'école à pied. Au collège, en effet, je prenais le bus, mais après, j'allais au club. Et quand j'avais pas les séances en club, je prenais mon vélo ou je prenais les baskets, j'allais courir. Donc, je pense que je bougeais vraiment tous les jours. Je sais pas en heures, mais je bougeais tous les jours. Et les samedis, dimanches, pareil, je restais pas à la maison. J'allais jouer, comme je disais, j'allais jouer et même un peu plus tard dehors ou aller me balader. Mais en tout cas, je bougeais tout le temps en forêt, au bord de la mer. Tout le temps. Et aujourd'hui, je pratique encore entre 10 et 15 heures d'entraînement. Mais à côté de ça, je bouge quand même. Il y a l'entraînement physique, mais il y a le fait de bouger et qu'on ajoute à l'entraînement physique. Donc, Oui, bouger. Moi, je ne suis pas un champion. Alors, j'ai trouvé la solution. Ce qui est recommandé, on n'en a pas parlé. Pour les adultes, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. 3 fois 10 minutes. Donc, je suis obéissant. Je me gare à 1 km de l'hôpital Pontchaillou. 10 minutes de marche le matin. Où vous travaillez ? Où je travaille, oui. 10 minutes le soir pour rentrer, 20 minutes. Et je marche 10 minutes après manger. J'ai fait mes 30 minutes. Pourquoi ? Parce que je suis certain, je n'ai aucun doute que c'est bon pour ma santé. Et quand j'arrive, je vous promets que c'est vrai, j'ai des collègues. Eh bien, je vois très bien lesquels sont venus à pied ou en vélo et lesquels sont descendus de leur voiture ou ont mis leur voiture dans leur bureau. Parce que simplement, il y en a qui sont réveillés et d'autres qui ne sont pas réveillés. Donc, c'est 30 minutes. Alors, vous, les enfants, c'est 1 heure, 60 minutes par jour. Pas de sport. Marcher. De bouger, de sauter, de courir, de lancer un ballon, taper dans un ballon. Oubliez les trottinettes électriques à votre âge. Vous vous rendez pas compte le mal que ça vous fait, la trottinette électrique. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Toutes les études le montrent. C'est comme, on vous l'a dit, Perle vous l'a dit, bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. Vous l'apprenez quand vous êtes gamin. C'est pas à 20 ans que vous allez l'apprendre. Donc si vous ne bougez pas maintenant, vous ne bougerez pas plus tard. Petite parenthèse, quand tu parles d'entraînement, Perle, c'est donc sur le bateau, mais c'est aussi de la muscu aussi, non ? C'est bateau, c'est muscu, c'est du rameur, c'est de la natation. Alors, j'aime pas nager vraiment. Hein. Moi, nager, Et en fait, je me suis rendu compte, là, cette année, qu'il aura fallu... que c'est super important. Ah ouais, et même à 45 ans. Ouais, mais même en termes de respiration, maintenant, j'arrive à nager 1 heure, à faire 2,5 km en 1 heure. Et j'ai très vite progressé, en fait. J'ai été en stage avec l'équipe 1 semaine. Ils ont déjà, eux, les entraîneurs, vu la progression. Je lui ai dit non, j'aime pas et tout. Puis je me suis dit, pourquoi pas ? Des gens quittent le fauteuil. Et c'est un sport qui n'est pas traumatique. Donc en fait, les gens, ils peuvent pas dire, je vais me blesser. Enfin, c'est très rare qu'on se blesse à la natation. Alors oui, moi au départ, parce que je tournais bien la tête pour respirer. Mais il y a des sports qui ne sont pas traumatiques. La course à pied, on peut dire, ça abîme les genoux, ça abîme les chevilles. Mais tous les sports portés, ou la natation, ne sont pas des sports traumatiques. Donc voilà, une anecdote, c'est que même j'aimais pas nager. Et du coup, maintenant, j'arrive à prendre du plaisir à nager. Ce que je n'aurais jamais pensé. Mais ouais, tout le temps. Mais c'est... faut diversifier aussi l'activité physique, parce que aussi pour la tête, c'est important, même quand on est sportif de haut niveau, de ne pas être cantonné sur... on progresse en allant chercher des capacités et en se mettant aussi dans... sortir sa zone de confort. Et je pense que là, je vais parler aussi pour le centre de formation. Quand on maîtrise sa discipline, moi, le rameur ou le bateau, je pense suffisamment bien la maîtriser. Sortir de sa zone de confort pour travailler d'autres capacités, pour ensuite les réintégrer dans ta discipline,
ben, en fait, on se rend compte que c'est super important. Et le collègue avec qui je rame cette année, il est champion paralympique de biathlon. Il a gagné multitude de médailles, porte-drapeau. Bonne pioche. Voilà, non mais porte-drapeau, il dit en fait à un moment donné, bah, qu'est-ce que je fais de plus? J'ai gagné des médailles. Il a eu besoin d'innover, il s'est mis à l'aviron et ça lui a servi dans le ski, les appuis, des choses comme ça. Et ben moi, la natation, on a beau dire, le sport d'aviron, c'est un sport d'appui, la natation est capable de propulser. On se dit, bah ouais, en fait, je traverse l'eau. Et petit à petit, on apprend. La respiration, tenir 2000 mètres, ou pour un footballeur, courir pendant 90 minutes, même s'il y a des temps de jeu différents. En fait, c'est tout ça, c'est diversifié parce que ça fait du bien à la tête. Et aussi, on travaille des zones musculaires qu'on n'a plus l'habitude. On travaille sinon toujours les mêmes zones. Donc en muscu, la prépa physique m'a dit, bah en fait, maintenant, ça sert à rien. Ta muscu, tu vas jamais lever plus lourd puisque tu fais toujours les mêmes exercices. Et juste en diversifiant, je me suis rendu compte que bah, j'y arrive plus. Bah, oui, juste parce que bah, les chaînes musculaires qui étaient utilisées n'étaient plus les mêmes. Lina ou Cassandra, une question? Ah, attends, vas-y, si, va marcher, vas-y. Ok. C'est pour la cardiologie. Non, c'est pour Perle Bouge. Et est-ce que pensez-vous que le téléphone nuit à notre activité physique? Et si oui, pourquoi? Les écrans. En fait, je pense pas. C'est la durée qu'on passe dessus. Les écrans en règle générale. Ouais, les écrans. On peut utiliser son téléphone portable, on peut le regarder. Ça fait partie de la société. On évolue. C'est pas un souci. Mais quand j'en vois même à l'école qui ont le portable comme ça, là, hop, qui le remettent là, non. Enfin, à un moment donné, on peut pas. On peut passer un peu de temps sur son téléphone tous les jours. Un peu le matin, un peu à la pause, un peu le soir. On regarde, j'ai fait une étude sur le sommeil. Hein. Les jeunes, aujourd'hui, dorment moins que moi. C'est-à-dire que vous vous couchez super tard parce que vous dites « j'arrive pas à m'endormir ». En fait, on ne peut pas s'endormir quand on a la tête sur l'écran comme ça, les yeux... C'est impossible de trouver le sommeil. Le cerveau, il a besoin de repos. Mais quand je dis de repos, c'est parce que ça ne veut pas dire que vous regardez forcément des bêtises, je ne dis pas ça. Mais votre cerveau, il est capté, donc il est tout le temps en intensité. Le temps que ça redescende, ça demande du temps. Donc le temps de trouver la phase de sommeil, c'est compliqué. Donc non, ça ne nuit pas, mais c'est comme tout, en fait. C'est comme manger des frites, manger des Haribo, une pizza. On a le droit de manger des frites, des Haribo sous couvert d'un médecin. Hein. On a le droit de se faire plaisir. C'est juste entre en manger tous les jours et en manger une fois de temps en temps parce qu'on a envie et que ça fait du bien. Le portable, les écrans, c'est pareil. On ne va pas vous les interdire, ça fait partie de notre société. Aujourd'hui, on s'en sert tous, moi la première. C'est juste être capable de le mettre de côté de temps en temps. Et quand vous avez envie, des fois, dites-vous-le. Non, là, je ne le prends pas, je fais autre chose. Je prends un bouquin, je fais autre chose, je vais marcher. Et petit à petit, vous allez vite voir que vous allez prendre les réseaux sociaux, mais c'est des poisons. Sincèrement, tous ces influenceurs et tout, là, ça sert à quoi? J'étais avec eux hier à Paris, là, mais hormis se prendre en photo, que vous les regardiez, vous les likez, mais vous n'avez rien à gagner à les liker. Hein. C'est eux qui gagnent des millions. Non, mais vous les regardez, mais sincèrement, il y en a, ça ne sert à rien. Donc posez-les de temps en temps. Ayez cette capacité de vous dire, je résiste. C'est comme un enfant va lui dire, on te met le paquet de bonbons, t'en prends pas. Bah là, posez votre téléphone, ouais, non, là, je vais pas le prendre. Et petit à petit, tous les jours. Mais continuez à vous en servir. Professeur, ils doivent dormir combien d'heures par nuit, ces jeunes en troisième? Normalement, le temps à leur âge, c'est au minimum entre 8 et 10 heures. Qui dort 10 heures ici, par nuit? Ah, il y en a. Tout le centre de formation. Moi aussi. Ouais, c'est ça, tout le centre de formation, parce que souvent la lumière est éteinte à 21h30 ou 22h. Donc, est-ce qu'il y en a qui dorment moins de 8 heures? Wow. Ah ouais, il y en a beaucoup. Moins de 7 heures? Moins de 7 heures, c'est-à-dire que vous endormez après minuit. Il y en a qui dorment après minuit, qui s'endorment après minuit? Ah, il y en a une vingtaine, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, professeur? Rien, moi ce qui m'inspire simplement, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est un exploit de dormir moins de 5 heures. Non, c'est pas un exploit. C'est pas bon, parce que d'abord on sait que quand on dort pas bien, on a plus de surpoids, plus de problèmes cardiaques, et surtout, vous êtes fatigué dans la journée. Donc en fin de compte, ça revient à ce que je vous disais. Je suis fatigué, j'ai la flemme, donc en cours, en dormant 5 heures, vous ne pouvez pas être réveillé, c'est pas possible. Hein? Donc en fait, vous prenez, puis vous allez prendre cette habitude de dormir 5 heures. Votre corps va s'y habituer. Et c'est pas bon pour la santé. Nous, on est là pour constater. C'est ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Alors moi, je suis cardiologue, vous vous doutez bien que j'aime pas trop le tabac. Et c'est pas le tabac que j'aime pas. C'est le nombre de malades qui sont malades à cause du tabac. Si demain on me dit le tabac ça fait rien à la santé, fumons tous, aucun problème.
Si demain on me dit ça fait rien de rester assis toute la journée devant un écran, eh bien allons-y. Ça ne nous pose aucun problème à nous. Mais si on vous le dit, c'est que parce que justement, alors ce qui m'ennuie un tout petit peu, je vais peut-être appuyer sur quelque chose qui fait mal, mais c'est peut-être que vous avez des exemples un peu particuliers. Parce que pourquoi vous avez votre portable dans votre chambre? Le réveil. Oui, oui. Ben moi, vous savez, si vous étiez mon fils ou ma fille, le réveil, je vous en achète un, mais pas un portable. Il se trouve, par exemple, toujours pareil, chacun fait comme il veut. J'ai la chance d'avoir 8 petits-enfants. Quand ils viennent, quand tout le monde vient à la maison, alors il y en a qu'un qui peut avoir un portable parce qu'il a 17 ans, les autres sont trop petits, eh bien, il n'y a pas un portable qui rentre dans la salle à manger. Tous les portables, mais le mien, le premier, sont à l'entrée. Il y a une petite comment dire, assiette dans laquelle on pose ça. Donc, en fin de compte, c'est un petit peu ça le problème. C'est que si chez vous, tout le monde a le portable dans la chambre, tout le monde a la télé dans la chambre, ben de toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut, ce n'est pas bon pour votre santé. Et je voudrais poser une question. Ah non, il y a encore une question peut-être à poser, puis peut-être une autre là. Ouais, il y a juste une question Oui. dans la salle. Quel est ton prénom? Ça marche. Quel est ton prénom? Rio. Ok, on t'écoute, vas-y. Vous dormez combien de temps, vous, la nuit? Qui, moi? Ah ben moi, c'est pas compliqué. Le minimum, c'est 7 heures. Et vous passez combien de temps sur votre téléphone? Alors, mon téléphone me le dit régulièrement. Il m'a disputé la semaine dernière parce que j'avais 15 minutes de plus. J'ai donc dû avoir comme temps journalier entre 3 heures et j'ai dû passer à 3h15 ou 3h30. Non, par jour. Sur mon téléphone. À quelle heure vous devez dormir au centre? Les lumières, c'est quelle heure? On doit être dans nos chambres tous à 22h30. Après, c'est à nous de gérer notre sommeil. Hein. D'accord. Et bon, comme vous faites du sport tous les jours, j'imagine que la fatigue, elle est là aussi le soir? Oui, c'est ça. Ça veut dire on se couche à peu près tous tôt. Hein. Ok, Rio. Une autre question? Du coup, Perle, est-ce que la mixité, ça vous a posé problème durant votre... Est-ce que la mixité, c'est ça? Ouais. En fait, on pratique pas beaucoup de sport en mixité, mais ça se développe en France aussi, que ça soit dans le monde olympique ou paralympique. Aujourd'hui, on pratique de plus en plus garçons-filles. Et non, moi, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Et au contraire, j'ai voulu aussi montrer que les garçons, parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont les gros muscles et que c'est les plus forts, j'ai montré à mon collègue qu'en effet, il avait les gros muscles, il pensait pousser plus fort, mais que parfois, pousser fort, c'est qu'on envoie, nous, à l'aviron, c'est qu'on met toute la force au fond de l'eau et qu'il faut savoir faire glisser un bateau. Et que là, glisser un bateau, il faut réfléchir pour faire glisser un bateau. Donc c'est très complémentaire, on a réussi à être complémentaires, mais je trouve ça très bien, moi, cette mixité dans la pratique. Et puis c'est aussi changer le regard, parce que le sport, pendant très longtemps, il ne devrait pas être genré, le sport. Et encore aujourd'hui, le sport, il est genré. Le sport, c'est les garçons, certains sports, c'est pour les garçons et tout ça. Et non, le sport, il ne doit pas être genré. On peut être une fille et faire de la boxe, quel que soit le sport. Du foot, si on a envie de faire du foot ou du rugby, aujourd'hui, ça se développe chez les filles. Et pourquoi on ne pourrait pas? Oui, le foot masculin et le foot féminin, c'est pas la même chose. Le foot masculin, il y a plus d'impact et tout. Le foot féminin, moi, j'aime bien le regarder aussi parce que je trouve ça stratégique. Parfois, c'est un peu plus technique. Et voilà, le rugby, c'est pareil. Et bien évidemment qu'on ne va pas faire jouer dans des sports co une équipe féminine contre une équipe masculine, parce qu'à un certain niveau, chez les enfants, on peut le faire. Hein. Mais après un certain âge, la capacité physique et la différence physique est trop importante. Mais moi, je trouve que c'est très enrichissant de pratiquer en mixité. Hugo a une question. En fait, j'ai 2 questions pour vous, professeur. S'il vous plaît, on écoute Hugo. La première, c'est pour vous, quel est l'âge pour avoir un portable? Parce que je vous ai entendu en parler tout à l'heure et j'aimerais bien savoir. Alors moi, je vais vous répondre en fonction de moi et en fonction d'une personne. J'ai entendu une personne parler des écrans. Je parlais juste après elle. C'était à Passé, vendredi dernier. Je pense qu'avoir un portable avant 14-15 ans, c'est pas raisonnable. Il y a eu un moment de silence. Vous êtes bien là? Non, mais c'est tout simplement parce que on voit les enfants, on voit les deux. Et vous voyez, j'ai un exemple typique. J'ai un collègue qui a son fils qui doit être en seconde ou troisième, je ne sais plus. Et il a été puni parce qu'il n'a pas rempli le contrat de résultat. Donc, il n'a pas de portable pendant 2 mois. Et le gamin, il rentre et il dit à son père, « Mais tu te rends pas compte, je suis le seul à marcher dans la cour pendant la récréation. Tous les autres, ils sont assis devant leur portable. »
Donc j'ai raison. Pas de portable à l'école, pas de portable au collège. Il y a des tas de pays qui le font. Non, sauf en récréation. En récréation, vous n'avez pas de portable. Très bien. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Ouais. Perle a une question pour vous. Moi, j'aimerais savoir qui, au centre de formation déjà, parce que c'est le bon exemple, qui s'envoie des messages pour se dire on se retrouve à telle heure pour manger ou on se retrouve à... Ah, il y a une main qui s'est levée. Non, baisse ta main. Est-ce que vous le faites? Non, on est là pour parler franchement. Non, c'est pas. Après, c'est pas du tout pour faire la morale. Est-ce que vous envoyez des messages pour dire quand vous n'êtes pas loin, on se retrouve là, ou tiens, comment ça va, ou jamais? Ah ben vous êtes les seuls alors. Vous êtes les seuls. Vous assumez pas. Bravo Clonet. Justement, comme on parle de la vie au collège, il y avait... Oui, j'avais une deuxième question. C'était. S'il vous plaît, on écoute Hugo. À partir de quel moment on peut avoir des problèmes cardiaques Quelles conditions pour qu'il y ait un risque de problème cardiaque? Si on fait pas assez de sport. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Il faut simplement que je vous explique un petit truc. Le problème cardiaque le plus connu, vous savez, c'est l'infarctus du myocarde. Hein, c'est les artères qui se bouchent. D'accord? Vous avez les artères qui apportent le sang dans le cœur qui se bouchent. Il n'y a plus de sang dans le cœur. Il n'y a plus de sang qui arrive dans le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Il ne peut plus se contracter. Et le cœur s'arrête. Voilà, en gros, de façon très simple. Cette artère, elle se bouge pourquoi? Elle se bouge parce que vous développez des petites plaques qu'on appelle du cholestérol, d'athérome. Vous avez dû en entendre parler, du cholestérol. Eh bien aujourd'hui, les collégiens d'aujourd'hui ont plus de cholestérol dans le sang que les collégiens d'il y a 10 ans. Ils ont plus de sucre dans le sang. C'est pour ça qu'il y a les diabètes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont une pression artérielle plus élevée. Moralité, aujourd'hui, la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Avant, c'était 45 ans. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Parmi vous, il y en a qui préparent leur infarctus à 30 ans. Voilà. Avant, l'infarctus, on l'avait à 45 ans. Donc c'est-à-dire que si je prends les personnes qui sont le plus assis devant les écrans, ce sont eux qui ont le plus de sucre dans le sang, le plus de cholestérol et la pression artérielle la plus élevée. Et vous oubliez une chose pour vos vedettes. Vous savez, là, les champions de e-sport. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi on appelle ça du sport, le e-sport. Mais enfin, peu importe. Mais ils s'entraînent comme des bêtes, les champions. Ils font 3 à 4 heures de sport par jour pour se préparer. Parce que pour rester concentré pendant X temps, il faut avoir une très bonne capacité physique. Donc, vous voyez, même eux, ils font du sport. Merci. Pour le dernier quart d'heure, on va changer d'équipe. On va remercier Lina, Cassandra et Hugo d'être venus et inviter Inès et Karina à venir sur la scène. Allez, on se dépêche. Non, c'est plutôt dans les 70, 90. Alors, ça met beaucoup plus longtemps à baisser. 1. Inès et Karina, donc, qui vont venir. Et si vous avez des questions dans la salle, pour le dernier quart d'heure, vous n'hésitez pas à lever la main. On viendra avec vous avec un micro et vous pourrez poser la question soit à Perle ou au professeur François Carré. Ah bon? Ne soyez pas. Alors, qui démarre avec la première question? Qui débute? C'est moi. Alors vas-y, on t'écoute. Première question, elle est pour qui? Pour Perle. Perle, ok, vas-y. Ne sois pas Mets gêné. ton micro bien devant. Voilà, comme ça. Merci. C'est super gênant. On est entre nous. Ma question c'était, est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous étiez en fauteuil roulant? Genre, c'est quoi vos difficultés? Les difficultés au quotidien? Dans la vie de tous les jours. Quand il y a des escaliers, ouais, ça m'embête un peu. Parce que moi, par contre, il me faut l'ascenseur. Mais en dehors, non, après, le regard des gens, et ça m'est vite passé au-dessus. On vous juge souvent? Pardon? On vous juge souvent. Est-ce qu'on me juge souvent? On me juge, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, et puis j'y fais pas attention, en fait. Ah, ok. En fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Naturellement, l'être humain, il juge et il est jugé. Après, il y a juger et juger. On peut, il y a des gens qui vont venir me voir par curiosité ou me poser des questions, ça, c'est pas un souci. Mais après, non, je pense que j'en ai fait une force et j'ai essayé de me servir de mon handicap comme une force et justement pour faire changer le regard aussi un petit peu. Est-ce que ta vie a été facilitée depuis 20 ans? Est-ce que tu vois des changements dans la ville, dans les infrastructures sportives dans lesquelles tu évolues?
Ouais, moi je pense que la loi de 2005, elle nous a fait du bien quand même en termes de handicap. Il y avait celle de 75 et tout, on va pas faire l'histoire, mais elle a fait du bien. Il y a encore beaucoup à faire en termes d'accessibilité, quelle que soit l'accessibilité, hein, des transports, des prises en charge de fauteuils. Enfin, mon fauteuil, ça vaut 12 000 euros. C'est remboursé 600 euros. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc après, on demande aux gens d'être actifs, de bouger. Sauf que si on ne se paye pas un fauteuil à 12 000 euros, moi, si j'utilise le fauteuil de l'hôpital, sincèrement, je ne vais pas beaucoup bouger, je ne vais pas travailler. Donc, il y a des choses qui changent. On a la chance aussi, souvent, parce qu'on peut critiquer ce qui se passe, on a la chance de vivre en France. Parce que quand on va à l'étranger, on voit aussi qu'il y a des sportifs ou des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que nous. Il y a du bon et du pas bon. Après, moi, je pense que les Jeux de 2012 nous ont fait du bien en termes de handicap, dans la visibilité, Et ces Jeux de Paris en 2024 vont aussi faire du bien dans le savoir-vivre, vivre ensemble. Ce qu'on dit, parce qu'on parle de handicap, hein, mais c'est toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Ces Jeux vont peut-être permettre justement d'être à l'écoute. On disait le respect de l'autre, l'entraide, tout ça. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le jugement, et puis ça me passe vraiment au-dessus. En fait, je me dis que le jugement négatif, c'est des gens idiots. Donc quand ils sont idiots, je les laisse. Bonne réponse. T'as une question ? Vas-y, on t'écoute. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu abandonner ? Je pense qu'on a toujours un moment, mais comme tout le monde, oui, il y a des moments où on en a marre, on a envie de tout foutre en l'air. Mais après, j'essaie de me reconcentrer, de me dire, il faut aller de l'avant, la vie, elle est belle. En fait, on a la chance d'être en vie, et je vous le dis parce que je suis passée pas loin de l'autre côté de la barrière. Et je ne m'en rendais pas compte tant que j'étais sur mes deux jambes, vraiment pas compte de cette vie. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui se battent contre des maladies, et qui veulent vivre. Et rien que pour ça, je me dis, mais croque-là, la vie, elle est belle. On sait quand elle commence, la vie, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Personne dans la salle ne sait quand sa vie s'arrêtera. Ça peut être très tôt, ça peut être très tard. Donc il faut la croquer, il faut la vivre, et il faut justement être en bonne santé pour la vivre le plus longtemps possible, parce que parfois, des éléments extérieurs, comme moi j'ai pu avoir, peuvent briser la vie. Donc... quand on enlève tous ces facteurs-là, il faut essayer d'optimiser au maximum à côté. Est-ce que tu sais déjà quand tu t'arrêteras ta carrière pro ? Ouais. Après les JO, alors. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais après, j'ai plein d'autres défis. J'aimerais faire le Paris-Dakar, moi. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Ah oui. Okay. Ouais, j'ai envie bouger. Ça s'arrête jamais avec Perle. Ouais, il faut bouger. Une autre question. On t'écoute. Est-ce que ça vous a coûté cher d'être en situation de handicap ? Attends, pardon, on n'a pas entendu. Coûter cher, c'est-à-dire je sais pas, par financièrement ? exemple, oui, voilà. Avec un fauteuil à 12 000 euros déjà. Ouais, ça coûte plus cher parce que tout coûte plus cher. La construction, enfin les maisons, l'aménagement, ça coûte plus cher. Le fauteuil coûte plus cher. La voiture, c'est une boîte auto. La boîte auto, ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Le handicap coûte plus cher, malheureusement, et ça, c'est un fait. Mais on fait avec, on se débrouille. Mais oui, ça coûte un peu plus cher. Et le fait de faire du sport de haut niveau quand on est en situation de handicap coûte un petit peu plus cher aussi. Mais voilà, c'est pas grave. On a rapidement évoqué l'alimentation, mais pas trop, François. Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer comme message ? On a bien compris qu'il y avait des choses qu'on pouvait manger, mais à petite dose de temps en temps, sans se priver de rien. Ils mangent mal, nos collégiens ? Alors, aujourd'hui, tout le monde mange mal. Tout le monde mange mal, puisque nous sommes maintenant en France pratiquement à 50% en surpoids chez les adultes. Hein. Le problème qu'il y a simplement, c'est que si je regarde l'évolution du surpoids en fonction des différents âges, après je vous parlerai du problème du surpoids, eh bien, on sait que on est 2024, donc là, il vient de sortir une donnée en 2024, donc entre 2018 et 2024, la tranche d'âge qui a le plus eu de surpoids, c'est-à-dire multiplié par 4 le nombre de gens en surpoids, c'était la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Et après, c'est de 25 à 35. Après 35 ans, il n'y a pas eu de changement. Donc ça veut dire que plus le temps passe, plus les jeunes mangent mal. Alors je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, vous vous en doutez, de dire que la Ligue 1 est pris comme partenaire McDonald's, c'est vraiment la pire des choses. Parce que ça, c'est un exemple terrible, surtout l'année des Jeux Olympiques et l'année de la grande cause nationale activité physique et sport. Ils font des salades aussi. Oui. Mais même les salades. Donc non, ça ne peut pas passer. Pour moi, ça ne peut pas passer. C'est un message très mauvais. Surtout aujourd'hui où on sait qu'on est devant ça. Il faut savoir simplement que quand on est en surpoids jeune, c'est très difficile
après de ne pas être en surpoids. Dans 2 tiers des cas, vous risquez d'être en surpoids. Et donc, ça veut dire que dans 2 tiers des cas, ça va s'aggraver sur votre maladie. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas vous qui faites à manger, je sais que c'est pas vous qui mettiez les bonbons sur la table quand vous en arrivez. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais rappelez-vous ce que j'avais dit en introduction, c'est que vous n'êtes pas forcé de faire comme les autres. Et Perle l'a montré. Perle, elle n'a pas fait comme les autres qui sont en fauteuil roulant. La plupart des gens qui ont l'accident qu'elle a eu, ils disent « ma vie est finie, je ne peux plus rien faire ». Et elle vous montre que ce n'est pas vrai. Donc on peut toujours ne pas faire comme les autres. On peut toujours décider « non, moi je ne vais pas manger de la saloperie ». Et on entend souvent il faut faire 10 000 pas. Qu'est-ce que vous pensez des 10 000 pas quotidiens à faire pour être en bonne santé? Alors les 10 000 pas, c'était quelque chose de marketing. Ça a été fait en 1964 aux premiers Jeux Olympiques de Tokyo. Parce que l'un des principaux sponsors, c'était une boîte de podomètres qui s'appelait 10 000 pas, en japonais. Je ne suis pas capable de vous le dire en japonais. Donc non, aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est 30 minutes, bouger 30 minutes par jour, ce qui fait en gros entre 4 et 7 000 pas. Ça dépend de la taille de vos pas. Et puis, si vous êtes enfant, 60 minutes par jour d'activité physique. Vous devez le faire chaque jour parce que les molécules, les endorphines dont je vous ai parlé, elles ne marchent que 24 à 36 heures. Hein, pour que vous reteniez bien ce que je vais vous dire, si vous faites 4 heures de sport le dimanche, par exemple, et rien d'autre dans la semaine, vous ne bougez pas du tout, c'est comme si vous vous laviez les dents 7 fois le dimanche. Voilà. Au lieu de vous les laver tous les jours. Donc une activité régulière Voilà. et pas intensive une fois par semaine. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Non, c'est mieux que rien de faire 4 heures de sport le dimanche. Je ne vais pas dire que ça sert à rien. Mais c'est pas ça qui sert. C'est bouger chaque jour. Et si vous voulez faire 4 heures le dimanche, allez-y. Mais bougez chaque jour. Entretenez votre corps chaque jour. Habituez-le. Rappelez-vous, plus vous êtes assis, plus vous avez du mal à marcher, plus vous avez du mal à monter les marches, comme vous l'a dit tout à l'heure Perle. Et je voulais vous donner un scoop. Vous avez le droit de monter les escalators. C'est pas interdit. Parce que ça, j'en vois pas beaucoup de votre âge qui montent les escalators. Hein. Alors que quand ils sont en panne, vous les montez. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, dans la salle. Vas-y, on t'écoute. Quel est ton prénom? Islam. Monsieur, vous avez parlé de bouger tous les jours, mais si on peut pas, on fait comment? Je prends l'exemple de Perle. Elle peut pas, elle bouge, si. Tout le monde peut bouger quelque chose tous les jours. Tout le monde peut bouger ses doigts. Je vous assure, moi, vous n'imaginez pas les malades que j'ai. Par exemple, vous avez vu ce qu'elle vous a montré tout à l'heure, les gens qui lancent la boule, là qui tombent, je me souviens plus du nom du sport. La boccia. La boccia, qui lance la boule. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils le font. Eh bien, c'est mieux que de ne pas le faire. Et si on n'a pas chaque pas que vous faites chaque jour, chaque minute assis en moins, c'est bon pour votre santé. Comment tu vas au collège le matin? Moi, comme j'habite loin, je prends le bus moi, et le métro. D'accord. Donc tu as l'impression que tu marches pas beaucoup dans la journée, que tu bouges pas beaucoup? Si, un peu, mais pas beaucoup. Et si tu t'arrêtes un arrêt de bus avant? Comment ça, si je m'arrête? Il sera en retard. Pardon? Ah non, il sera pas en retard le soir, il sera en retard à la maison, mais il sera pas en retard. Tu descends un arrêt de bus plus tôt. J'ai pas compris. Hein? Si tu descends un arrêt de bus plus tôt. Mais je vais être en retard parce que tous les jours je suis en retard déjà. T'as qu'à partir plus tôt. Le soir. Le soir, tu seras pas en retard. Je dois prier. Mais comment tu peux être en retard à ton âge en plus? Comment tu peux être en retard à ton âge le matin? C'est que tu dors pas assez ou c'est que tu mets pas ton réveil assez tôt? Si, mais c'est parce que j'habite vraiment loin. Ah ouais. Il se trouve toujours une bonne excuse. En fait, vous êtes les pros de l'excuse en fait. Parce que regarde, moi aussi le matin, il faut que je me douche, il faut que je me transfère dans le fauteuil, il faut que ça prend du temps. Moi, faut que je me lève. Ça prend beaucoup de temps, donc moi aussi je peux être en retard, mais je suis rarement en retard. Et moi, quand je te dis que je me lève le matin pour que je me gare à 1 kilomètre plus tôt, je pars un quart d'heure plus tôt que toute la plupart des gens parce qu'il me faut 5 minutes pour me garer et trouver ma place, 10 minutes pour marcher. Donc ça, c'est pas une bonne excuse, je suis en retard. Si tu es en retard, c'est que tu te couches trop tard ou que tu te lèves trop tard. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à nos deux invités? C'est bon? Vous avez compris le message? Moi, je veux bien les médailles, par contre. Ah oui, alors où sont les médailles? Tu les as, Antoine? Ok. Les deux, hein? Ok. Merci beaucoup à Perle Bouge. On peut l'applaudir, la remercier d'être venu témoigner pour ce programme Bouge. Merci les filles pour vos questions. Merci professeur Carré. Merci. Alors il est un peu provoque des fois, mais vous allez bouger vous alors. Hein, c'est pour que vous entendiez bien le message. C'est vrai?
ben Merci au Stade Rennais, au département d'Ille-et-Vilaine d'avoir proposé cette 5e rencontre Bouge. Bon retour chez vous. N'oubliez pas, 1 heure par jour. Salut, bon retour chez vous.